Bonjour, ici Mathieu Dugal. Voici un épisode sélectionné du balado de moteur de recherche. Cette semaine, pour ne rien manquer et écouter les épisodes quotidiennement, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Bonsoir tout le monde. On va commencer l'émission ce soir en parlant d'un sujet qui divise beaucoup, vraiment beaucoup. On va parler de langue. Ça soulève les passions depuis longtemps. Vous savez que le journal Le Devoir a publié tous les week-ends d'été une série vraiment très intéressante autour des débats linguistiques qu'on a connus ou qui ont toujours cours. C'est Mireille Elchakkar qui a signé cette série. Elle est lexicographe à l'Université TÉLUQ. Si vous êtes abonné au Devoir, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis si vous êtes abonné, allez lire ces articles-là. Franchement, c'est vraiment... on redécouvre notre langue. Elle traitait samedi dernier d'orthographe du français, particulièrement difficile, on le sait, souvent aussi très peu logique. Et voici ce qu'elle écrivait, Myriam Elchakkar. Si vous trouvez que vous, vos enfants, vos petits-enfants ont de la misère en dictée, dites-vous que des fois, c'est peut-être la faute de la langue aussi. Elle écrit ceci. Les arguments qu'on oppose à toute modification de l'orthographe française, particulièrement, sont souvent subjectifs et trahissent une méconnaissance des réformes ou de l'orthographe elle-même. Elle dit, il est difficile d'avoir un réel débat de société sur l'orthographe parce qu'on manque de connaissances. Le seul spectre à travers lequel on nous présente la langue française à l'école, c'est celui de la faute d'orthographe. Imagine, tu apprends une langue, c'est la seule chose qu'on te dit. Elle dit, on enseigne peu le fonctionnement de la langue qui est très éloigné de ce que l'orthographe laisse croire et son histoire de la langue, pas du tout. Et elle raconte, il y a des anecdotes là-dedans, c'est savoureux. Mireille Elchakkar donne cet exemple pour démontrer comment le caractère purement arbitraire souvent se transforme en règle qui défie toute raison. Alors écoutez bien ça. Elle écrit combien de Français, même instruits, savent que l'Académie française nous enjoint d'écrire démailloté avec un T et emmailloté avec 2 T. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le hasard, et ça c'est incroyable, voulut que la séance où le premier mot fut discuté, la majorité des académiciens fut favorable à la simplification, tandis que le vent souffla en sens contraire à une séance ultérieure. Et là, à partir de ça, on fait une règle. Puis je veux dire, c'est incroyable. C'est de l'arbitraire pur et simple. Dit autrement, là, on a fait pendant des années des fautes autour du mot emmailloté dans des dictées, peut-être parce qu'un académicien influent a eu cet après-midi-là de la difficulté à digérer durant une séance. Puis là, il a décidé de se taire plutôt que de débattre. C'est aussi ça, l'orthographe française. Vous écoutez Moteur de recherche. Et aujourd'hui, à Moteur de recherche, on répond à vos questions en sciences, santé, technologie, environnement, consommation. Ben oui, il sera question de la science de la langue avec les fameux accents. Peut-être nos plus vieilles auditrices, nos plus vieux auditeurs vont se rappeler de ce fameux accent radio-canadien qu'on entendait jadis à l'antenne. Qu'en est-il? À quoi faisait-il référence, cet accent-là? Un pic-bois fait-il différents types de trous? Pourrait-on installer des turbines à la sortie des eaux usées des usines de traitement pour produire de l'électricité? Et qu'est-ce qui explique que certains médicaments provoquent une prise de poids? Bonsoir tout le monde, vous qui écrivez avec plein de fautes ou pas du tout. On vous aime également parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui expliquent cela. Non, blague à part,
évidemment, une langue, il y a des règles, mais ces règles-là évoluent. Ces règles-là, elles sont pas immuables. Souvent, vous l'avez vu, c'est très loin d'être logique. Ainsi en est-il peut-être des accents, ce dont on va discuter ce soir avec notre chroniqueur Agathe Topoula-Kabola, qui est orthophoniste, qui revient pour cette 7e saison. Très Avec heureux plaisir. de vous savoir dans ce studio pour une nouvelle saison. Agathe, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Est-ce que ce genre d'exemple-là dont je vous parlais avec ce que nous racontait Mireille El-Chakar, ça revient souvent, ça, cette espèce d'arbitraire qui est transformé en règle? Complètement. Puis il faut savoir aussi, il y a différents types de langues à l'écrit. Il y a des langues transparentes qui s'écrivent comme elles se prononcent, puis d'autres qui sont opaques, là, comme le français. Si je pense, par exemple, au son S, ça peut s'écrire d'une quinzaine de façons en français. Là. SC comme dans science, X comme dans 10, avec 2 S, avec un S, avec un CCD, et j'en passe. Donc, ça peut compliquer la chose. Et elle nous rappelait d'ailleurs dans son article qu'il y a plein de langues qui tendent vers l'écriture au son. Puis elle nous dit, c'est pas grave. Souvent, on va coller une supériorité parce qu'il va y avoir une orthographe qui est difficile, puis bon, ça fait référence à pas grand-chose, là, comme vous l'avez entendu. En tout cas, on va y revenir, mais avec l'angle des accents tout à l'heure. On a une recrue, on est très content de l'accueillir pour une 2e saison. Elle a commencé à participer l'an dernier à l'émission. Il s'agit de Nathalie Letarte, qui est pharmacienne au CHUM, avec qui on va parler des effets des médicaments sur la perte du poids ou pas. Alors, bienvenue. Bienvenue parmi nous, merci. Nathalie. Un grand plaisir de vous accueillir. Puis j'espère qu'on aura plein d'autres questions sur les médicaments pour qu'on puisse vous accueillir le plus souvent possible. On a Stéphanie Benz également avec nous. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Mathieu. Vous êtes là depuis combien d'années, Stéphanie? J'en suis à ma 3e année, si je me trompe pas. Ah oui, je suis encore là. Que ce soit hier ou depuis 3 ans, on espère que vous ferez de la radio avec nous encore longtemps. C'est toujours un plaisir de vous entendre et représenter aussi si bien votre région. Vous nous parlez de Bonaventure où vous travaillez au Bioparc. On a un invité aujourd'hui qui s'est valu un prix fort intéressant il y a quelques temps. En fait, je vais reprendre le prix. J'ai trop de feuilles ici sur mon bureau. Alors, il s'agit de Mathieu Lapointe. Il est professeur-chercheur au département, directeur du laboratoire de génie des eaux de l'ETS, titulaire de la chaire de recherche adaptée, Fonds de recherche du Québec. Bonsoir, Mathieu Lapointe. Bonsoir, Mathieu. Mathieu, c'est le prix... Voyons, mais j'ai tombé des gros dossiers de recherche. Dites-nous le don. Ah non, c'est ça. C'est le prix Honoris Genius, développement durable, voilà, que je le retrouve, que vous avez remporté. Pour... en fait, on ne traitera pas de ça ce soir, mais ce à quoi vous vous êtes attelé avec votre équipe de recherche, c'est une manière de filtrer efficacement l'eau avec un matériau assez, entre guillemets, peu techno, là. Un matériel assez simple, justement, qu'on avait développé au laboratoire avec mon équipe de recherche dans cette foulée des nouveaux contaminants émergents, les plastiques, les perfluorés, des contaminants qui n'étaient pas sous nos radars auparavant. Donc, on doit de facto développer des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux pour les capter, ces fameux contaminants émergents. Bon, ce n'est que partie remise pour en discuter, j'espère, à l'émission. Envoyez-nous des questions pour qu'on puisse inviter Mathieu Lapointe, parce que je vous rappelle que ces nouveaux contaminants-là, ça pourrait poser éventuellement de sérieux problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle la semaine dernière à propos d'une étude qui reste en fait à être revue par des pairs, mais qui nous a appris que des chercheurs ont trouvé des microplastiques, ou plutôt peut-être des nanoplastiques, mais dans des cerveaux. Alors, on savait qu'on en avait dans le sang, en fait, qu'on pouvait en trouver dans le sang, mais là, il semble que ces microplastiques-là peuvent aussi se retrouver dans le cerveau. Les effets à long terme, on le sait pas, mais c'est quand même assez troublant d'apprendre ça, d'où l'importance d'avoir des gens qui travaillent sur des méthodes pour capter ces contaminants-là. Alors, on se reparle tout à l'heure, Mathieu Lapointe, avec la question des hydroliennes dans nos égouts, on peut le dire comme ça. Durant toute la semaine, les joyeux troubadours, en confiance à leur veine, et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux, faire un sourire quand tout chavire. C'est comme ça qu'on est heureux, aimer la vie et ses folies. C'est comme ça qu'on est heureux.
bleu, c'est comme ça qu'on est heureux. Nos plus vieux et plus vieilles auditrices auront reconnu Les Joyeux Troubadours. C'est en 1967. C'est une autre époque. Et c'est une autre époque aussi de l'accent radio canadien. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Gracieuseté d'une très bonne question de David Gauthier de Limoilou. On parle souvent du français international, du français soutenu qui a été mis de l'avant dans les médias d'ici depuis toujours en opposition au français standard ou populaire. On avance que Radio-Canada a déjà eu son propre accent radio-canadien. D'où vient cet accent et cette expression? Quelle est l'histoire de l'accent radio-canadien? Est-ce qu'il était enseigné? Bref, on va tenter d'y voir plus clair avec vous, Agathe Tupoula-Kabola. Je rappelle que vous êtes orthophoniste, auteure, conférencière, chargée d'enseignement de clinique à l'Université de Montréal. Ce fameux accent, il a existé, comme je le disais, là, tout à fait. Ça a marqué plusieurs générations. D'où vient-il cet accent, Agathe? Mais l'expression français radio-canadien est née avec l'arrivée de la radio et de la télévision de Radio-Canada, respectivement en 1936 et 1952. Et dès sa création, Radio-Canada s'est donné pour mission d'établir une certaine norme d'un français soigné, calqué sur le français de France, mais avec certaines nuances, en incluant certaines particularités canadiennes. Et c'est ça qu'on a appelé le français radio-canadien. C'est une manière de parler la langue d'un niveau uniformisé pour que la langue soit comprise par un maximum d'auditeurs et d'auditrices. Donc, c'est vraiment une norme du bon parler du français canadien et particulièrement québécois. Mais pourtant, c'était vraiment un français qui était éloigné de celui qu'on parlait dans les foyers, dans les maisons, dans les rues du Canada. Donc, ça différait de l'accent québécois traditionnel de l'époque. Et c'est sûr que la langue change beaucoup avec l'arrivée des médias qui font leur apparition, mais il faut comprendre que ce souci de parler un bon français, c'était présent bien avant l'arrivée des médias. Déjà, à partir du début du 20e siècle, on a assisté à la publication de plusieurs manuels qui étaient destinés à corriger la prononciation, donc des ouvrages de diction. Et un exemple que j'ai trouvé, c'est le manuel de la parole d'Adjuteur Rivard. Et ce livre-là, on peut le trouver en ligne là, sur le site de la BANQ. C'est sorti quand? C'est sorti en 1901. Donc, ça date du début du 20e siècle. Et on voulait corriger des transformations ou des prononciations qu'on produit encore aujourd'hui. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est ce qu'on appelle en phonétique l'affrication. Ça, ce que c'est que quand on produit les consonnes T et D et que ces consonnes sont suivies par les voyelles I ou U, mais on va plutôt produire tse et dze. Par exemple, au lieu de dire tu dis, je vais dire tu dis. Donc, il y a un petit se, un petit ze très subtil. Donc, et d'ailleurs, il y a certains passages du livre là, que j'ai survolés qui m'ont fait bien sourire. Par exemple, quand l'auteur parle des prononciations vicieuses canadiennes. Donc, c'est pour vous dire comment on voulait s'en départir. Ah oui, mais aussi, quand on entend ça, il faut aussi se poser la question à savoir qui dit ça? Qui décide de la norme également? Oui. Parce que, bon, en fait, comme journaliste, c'est souvent la première question qu'on va se poser. Vous avez mentionné l'arrivée de la télévision en 1952. Il y a Henri Bergeron, qui était un des grands annonceurs, des grands animateurs à la télévision, qui venait du Manitoba. Il y a peu de chances que l'accent qu'il avait à Radio-Canada était l'accent de là où il est né. C'est certain. C'était un accent qui ne faisait référence, en tout cas... d'un point de vue ethnologique, à pas grand-chose là, en ce qui le concernait. Qu'est-ce qui caractérisait cet accent radio-canadien, justement? Bien, un exemple de la langue privilégiée par la Société de Radio-Canada dans ses premières années, on peut l'entendre dans une présentation de l'animatrice Michèle Tisser à l'émission Aujourd'hui du 17 février 1966. On va en écouter un extrait. Le Vieux-Québec, qui occupe 3% du territoire de la cité, mais qui en est le cœur, représente une richesse inestimable, non seulement pour les Québécois, mais pour tous les Canadiens français, puisque c'est notre patrimoine commun. Le Québec, berceau et témoignage de la civilisation française en Amérique du Nord. Pourtant, au cours des années, d'aucuns ont pu effectuer impunément des travaux de démolition, et c'est ainsi que certaines maisons, certains bâtiments de l'époque coloniale sont à jamais disparus. C'est très typé comme accent. D'où venait-il cet accent-là? Est-ce que Radio-Canada
offrait des formations? Est-ce qu'il fallait justement correspondre à un certain standard pour pouvoir justement y parler, y animer? Bien, selon mes lectures, Radio-Canada offrait à ses journalistes, animateurs, animatrices de l'époque des formations à l'interne sur la diction, sur les normes linguistiques spécifiques à la chaîne. Et puis, c'est des cours qui montraient l'accent sur qui mettaient l'accent sur la clarté de la prononciation, sur la neutralité de l'accent, sur la correction grammaticale. Et ce qu'on entend dans l'extrait là, de Madame Tisser, on note que les voyelles sont fermées. Donc, ça, c'est plus proche du français parisien de l'époque que des accents régionaux québécois. Ouais. Par exemple, quand elle dit une richesse inestimable, il y a moins de diphtongues aussi qu'aujourd'hui. Par exemple, le mot cœur, qu'on va dire plutôt cœur en français québécois. Les voyelles nasales, par exemple, les un, on, an, sont prononcées aussi plus à la française. Par exemple, quand elle parle de notre patrimoine commun. Et aussi, c'est pas seulement l'accent, c'est aussi tout ce qui est le vocabulaire. Le registre est beaucoup plus soutenu plus littéraire, comme quand elle nous dit qu'au cours des années, d'aucuns ont pu effectuer impunément des travaux. D'aucuns, qui veut dire quelques-uns, c'est considéré très vieilli là, comme façon de parler. Oui, puis peut-être même qu'à l'époque, c'était vraiment peu utilisé par le commun des mortels. Exact. D'aucuns... C'était pas dans le vocabulaire du peuple. Effectivement. Aussi, à l'époque, on en a déjà parlé ici à l'émission, la fameuse question des airs roulés. Oui. On a, dans le sud-ouest du Québec, il y avait une quantité appréciable de locuteurs qui roulaient leur air avec de la grosse diphtongue également. Cette langue-là, on ne l'entendait pas là, dans l'accent radio-canadien, on prononçait un R guttural, donc un R plutôt à l'arrière de la gorge, un peu comme je les prononce, par opposition au R roulé, qui est en voie de disparition en passant là, au Québec, qui est en train de disparaître. J'avais déjà fait une chronique là-dessus là, qui remonte à novembre 2019 sur le fameux R roulé. Mais non, ça ne faisait pas partie de l'accent radio-canadien. Et ce R roulé-là était très présent, par contre, chez les ecclésiastiques de l'époque, chez l'élite religieuse. Bon, on le sait aujourd'hui, certains vont dire à notre grande dame, cet accent-là, il est presque plus en vigueur, on ne l'entend plus tant que ça. Comment on est passé de ce français extrêmement soutenu, et on va le redire, très loin de la langue qui était parlée par les gens, à cette diversité d'accents qu'on a sur nos ondes? Il faut savoir qu'on s'est longtemps moqué de l'accent radio-canadien. Puis aujourd'hui, quand on en parle, c'est souvent employé de manière péjorative. Aujourd'hui, Radio-Canada tend à favoriser une diversité de voix et d'accents dans ses équipes d'animateurs, d'animatrices. Je crois qu'ici même, à Moteur de recherche, on doit en avoir facilement une dizaine d'accents différents parmi les 50 collaborateurs, collaboratrices. Mais en fait, comment ça s'est passé, cette transition? C'est qu'à la fin des années 70, on a progressivement commencé à se rapprocher de la langue québécoise courante. Il y a eu un esprit anti-élitiste qui a amené les animateurs et animatrices de l'époque à parler au micro comme dans la vie de tous les jours, parfois même en faisant une question de principe, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là, c'est pas seulement opéré à la radio, mais aussi au théâtre. Je pense notamment à la pièce Les Belles-Sœurs là, de Michel Tremblay, qu'on peut voir au cinéma d'ailleurs en ce moment, donc qui a ouvert la voie à plusieurs auteurs dramatiques, parce qu'à l'époque, c'était très avant-gardiste d'écrire une pièce de théâtre en joual. Ben oui, puis ça a tellement été critiqué aussi lors de la sortie. Absolument. Des gens sont montés sur leurs grands chevaux pour dire qu'on s'attaquait à la civilisation, puis on s'en allait littéralement, comme disait l'autre, sur le diable. Mais on disait que c'était... C'est très critiqué. Oui, on critiquait beaucoup ça. Mais ça a quand même ouvert la porte pour d'autres auteurs par la suite qui ont aussi opté pour un français moins soigné, moins soutenu et plus proche de la langue du peuple. Ouais. Donc, bref, ça change beaucoup, comme la langue, hein, parce que si je résume là, l'ensemble de vos chroniques depuis que vous avez commencé Moteur de recherche, une langue... l'essence de la langue, c'est très dur à identifier. Oui, puis les langues évoluent à l'oral, elles évoluent à l'écrit, et les accents aussi évoluent avec les mouvements de population, puis avec plein d'autres facteurs. C'est clair. Et repenser à cette anecdote d'emmailloter, d'émailloter, parce que tout simplement, le débat est allé d'un bar plutôt que de l'autre, un après-midi à l'Académie française. Ça leur tentait. Voilà, ça leur tentait, c'est ça, comme ça. Alors, merci beaucoup, David Gauthier. Vraiment excellente question, puis j'espère qu'on vous ne fait pas crisser trop les oreilles avec ces accents plus proches de ceux du peuple ces années-ci à Radio-Canada. Merci beaucoup, Agathe. Un plaisir, merci.
La vie des bêtes. Vous savez, je vais vous faire une confidence. En fait, si vous écoutez Moteur de recherche, vous le savez, mais on a déjà parlé ici à l'émission des accents chez les oiseaux. Vous savez que les mésanges au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles n'ont pas le même accent que les mésanges dans les Laurentides. Puis ça a été bien étudié. Là. Puis il y a des aspects, entre guillemets, culturels dans la manière dont certains oiseaux vont transmettre leur chant à leurs petits. Alors, des accents, il y en a partout. Stéphanie Benz, rebonsoir. Rebonsoir. Hélène Duquette veut savoir comment expliquer les différentes formes de trous des pics-bois sur un même arbre. J'en ai photographié un avec des trous comme nous les connaissons, d'autres presque carrés. J'ai des photos de ce vieil arbre. Mais bon, je sais pas trop comment vous les envoyer, mais on comprend le concept. Et moi, je suis très, très curieux de voir justement qu'en est-il de la culture du trou chez les pics, comment on les fait, comment on se transmet ça. Est-ce qu'il y a plusieurs espèces de pics? Si je pense que oui. J'en connais au moins 2, 3. Là. Est-ce qu'il y en a plus? Oui, effectivement, il y a plusieurs espèces de pics. Donc, ils font tous partie de la famille des Piscidés et on en compte plus de 200 mondialement, 200 espèces mondialement. Au Canada, c'est 14 espèces et au Québec, c'est 9 de ces 14 espèces qu'on va trouver. Donc, quand même 9 espèces qui ont des formes et des couleurs assez variées, mais ils ont tous un bec qui est fort et pointu. Et ça, justement, c'est ce qui va leur permettre de soulever l'écorce ou encore faire des trous pour aller chercher leur nourriture. Ils vont aussi creuser pour faire des cavités pour leur nid. Donc, les espèces de pics ont tous des régimes alimentaires, des grosseurs, des préférences d'essence d'arbres aussi différents. Et c'est ce qui va expliquer la présence de différentes formes de trous sur un même arbre. Mais comment un pic choisit son arbre, là, celui où il va aller soit manger ou faire son nid? Bien, effectivement, ça va dépendre justement de ce qu'il veut en faire de cet arbre. Si son but, c'est de s'alimenter, ben il va se poser sur un arbre et il va écouter. Il va quand même être capable de reconnaître les arbres où les insectes qu'il préfère vont se trouver. Et une fois sur l'arbre, c'est grâce à son ouïe développée qu'il va être capable de trouver les insectes. Donc, ces insectes-là peuvent être mangés soit à la surface de l'arbre, donc dans les crevasses, par exemple, de l'écorce, sous l'écorce ou même plus profondément, vraiment là, dans le cœur de l'arbre. Les arbres peuvent être déjà morts, en voie de mourir, donc déjà bien infestés par champignons, insectes et compagnie, ou encore des arbres vivants avec quelques insectes à l'intérieur. Et bien sûr, ça dépend de quel insecte va vivre dans cet arbre-là. Et il y a même certains pics qui ne cherchent pas les insectes spécifiquement, en fait. C'est le cas du pic maculé, entre autres, qui, lui, va faire des trous peu profonds, juste assez pour passer au travers de l'écorce. Et ce qui est particulier avec ce pic-là, en fait, c'est que ces trous, il va les faire vraiment de manière ordonnée. Il va les faire en rangées, un petit trou à côté de l'autre et ensuite des rangées une en dessous de l'autre. Et ça va faire couler la sève que lui ensuite il va boire cette sève-là. Donc, c'est vraiment un petit quadrillé là, super mignon. Lui, il est vraiment facile à identifier. OK, si vous voyez des petits quadrillés sur un arbre, c'est parce qu'un pic maculé avait soif et qu'il est passé par là. C'est ça. Lui, là, il va s'alimenter de la sève des arbres. Puis, les techniques aussi pour trouver ces insectes-là vont être différentes d'une espèce à l'autre, ce qui va expliquer justement les trous différents, puis même au sein de la même espèce. Par exemple, chez le pic chevelu, la femelle, elle donne des coups plus de côté pour soulever l'écorce pour aller chercher les insectes, alors que le mâle, lui, va vraiment frapper perpendiculairement avec l'arbre pour aller chercher des insectes qui vont être plus loin. Puis, il y a le grand pic qui, lui, va faire des énormes entailles. Lui, on ne peut pas se tromper, c'est notre plus grand pic, d'où son nom, justement. Et il va faire des grands trous rectangulaires parce que lui, il mange principalement la fourmi charpentière. Donc, il fait là des dégâts sur un arbre, mais généralement, c'est des arbres qui sont déjà bien avancés, bien maganés par les fourmis. Oui, puis les fourmis charpentières, on ne les veut pas dans les maisons. On est très contents si les pics s'en chargent à l'extérieur. Il peut y avoir aussi, j'imagine, plusieurs espèces qui vont faire des trous sur un même arbre, oui ou non? Oui, effectivement. Donc, quand il s'agit de nourriture, s'il y a beaucoup de nourriture, il y a plusieurs espèces de pics qui peuvent se retrouver sur les mêmes arbres. Par contre, quand il y a le temps de faire les nids, c'est un peu plus différent. Donc, chaque espèce va avoir des préférences pour l'emplacement du nid, autant dans l'essence qui est utilisée que la hauteur du nid. Et dans tous les cas, que ce soit dans un arbre vivant
ou morts, ou même parfois dans un poteau là, d'électricité, ils vont généralement avoir seulement un couple par arbre. C'est plutôt rare qu'on va avoir plusieurs couples dans le même arbre. Et l'excavation, il faut penser, là, c'est pas un petit trou pour aller chercher des insectes, il faut quand même... C'est une maison. C'est une maison, effectivement, qu'ils vont excaver de dur labeur avec leur bec. Donc, c'est vraiment ardu comme excavation. Dépendant des espèces, on parle entre 5 et 30 jours d'excavation là, pour atteindre le nid parfait pour pouvoir y élever ses petits. Et il y a même certaines espèces, comme le grand pic, qui lui va avoir plusieurs trous. Donc, lui, il va faire son trou dans lequel il va se reposer la nuit ou encore quand il fait pas beau. Et il va avoir un trou aussi pour la nidification. Ça fait beaucoup de trous à faire. À entretenir. Oui. Et là, on imagine tous les services avec ça, aqueduc, électricité. La facture monte vite. Mais là... Ils ne les réutilisent même pas. Pardon? Le pire, c'est qu'ils les réutilisent même pas. Ben non. D'une année à l'autre, ils recommencent et ils ne réutilisent pas les mêmes nids. Par contre, il y a d'autres espèces d'oiseaux et d'autres petits mammifères qui vont utiliser ces nids-là, mais le pic lui-même ne réutilise pas son nid l'année suivante. Hey, il aime se donner du trouble. T-R-O-U-B-E, le pic. Mais bon, à faire des trous comme ça, à taper le bois, quand on les regarde, on se dit, mais par quel prodige ils réussissent à faire ça? Quelles sont les adaptations physionomiques qui ont été développées chez le pic pour qu'ils réussissent à faire ça sans mettre sa santé en danger? Et Dieu sait que ça en prend des adaptations parce que imaginez le mal de tête à taper à journée longue comme ça sur les arbres. Donc, c'est le cerveau qui doit être protégé lors de ces coups-là parce que on sait le cerveau va bouger sinon dans la tête. Puis, une des adaptations chez le pic, c'est le positionnement de la langue et de l'os hyoïde. Donc, l'os hyoïde, c'est un os qui est aussi présent chez l'humain et qui va permettre de supporter la langue. Donc, chez l'humain, il se situe en fait dans la face antérieure du cou. C'est là-dessus que la langue va aller s'attacher. Chez le pic, cet os-là, il va s'attacher, il va commencer à l'avant du crâne, dans les narines, et il va s'étirer vers l'arrière du crâne. Il va longer le crâne vers l'arrière et revenir vers l'avant pour aller se terminer à la base du bec inférieur où la langue, justement, va aller s'y attacher. Fait qu'il fait vraiment le tour du crâne et cet os-là est entouré de muscles qui sont très développés et c'est l'action de ces muscles-là qui va permettre d'entrer et sortir la langue chez le pic. Donc, lorsque les muscles se contractent, la langue sort, et lorsque les muscles sont au repos, la langue se rétracte le long de cet os, et cette langue-là va protéger, en fait, le cerveau lors des coups qu'il donne dans les arbres. OK. Sa langue protège son cerveau. Oui. C'est quand même... et tous les muscles qui sont autour de cet os-là. Et il y a aussi d'autres adaptations. Donc, dans le crâne, il va y avoir des plaques d'os spongieux à l'avant et à l'arrière qui vont être encastrées à travers les couches d'os plus denses. Et ça, en fait, ça va permettre d'absorber et de distribuer le choc lorsqu'il va frapper sur les arbres. Il a aussi un cou très musclé. Donc, ça va aussi aider à maintenir la tête, la colonne et tout le crâne. Mm-hmm. Bref, c'est une série d'adaptations assez fascinantes, mais retenez que vraiment, mais chaque pic a sa spécialisation, puis ils ont développé en tout cas vraiment plein de manières de pouvoir aller chercher leur nourriture avec ce mode en tout cas assez spécialisé d'alimentation. On rappelle que les piscidés, il y a 200 espèces dans le monde, 14 au Canada et 9 au Québec. Quand même, c'est plus que je le pensais a priori. Stéphanie Benn, c'est toujours un plaisir de vous entendre répondre à ces questions. Merci Lynne Duquette pour la vôtre. Merci Stéphanie. Toujours un plaisir. En sciences, en technologie, en santé et en environnement, Moteur de recherche répond à vos questions.
sera question des médicaments qui font prendre du poids tout à l'heure avec notre spécialiste en la matière. On a aussi Mathieu Lapointe qui va répondre à la question à savoir si on mettait des petites hydroliennes à la sortie des usines de filtration, on ne pourrait pas aller chercher un petit peu d'électricité là-dessus. C'est vrai, hein, on a une crise de l'énergie, puis il faut aller en chercher partout. Bonne ou mauvaise idée? Auparavant, plusieurs bonnes questions encore cette semaine. Maxime Bélanger qui nous parle d'une question que lui et sa conjointe se sont posées. Ça, c'est vraiment c'est presque de la philosophie, là. On se demandait si tous les animaux avaient des osselets pour entendre. Ça nous a mené à se poser la question suivante. Est-ce que tous les animaux qui entendent ont un système auditif comme l'humain, c'est-à-dire tympan, osselet, cochlée? Puis la question liée, c'est est-ce que tous les animaux entendent de la même façon? Vous savez qu'on parle en termes de cognition animale du fameux Umwelt. C'est un mot allemand, puis ça parle, dans le fond, de l'environnement mental d'un être vivant. C'est quoi son environnement sensoriel et mental? Alors, on va parler de l'audition pour essayer de définir ça. C'est vraiment une excellente question. Merci beaucoup, Maxime Bélanger. Véronique Pinard, qu'est-ce qui donne... J'aime beaucoup ça aussi. Qu'est-ce qui donne le goût et l'odeur caractéristiques du vieux congélateur aux aliments qui ont traîné trop longtemps au congèle? C'est vrai, ça goûte, hein? Ça goûte le vieux congèle. C'est quoi ça, cette odeur-là du vieux congélateur? Jean Poiré, j'ai une question à propos du verre, ou plutôt sur les solides permettant le passage de longueur d'onde visible. Voici donc. Quel aurait été l'impact sur le développement de notre civilisation si nous n'avions pas eu aucun matériau transparent? En fait, est-ce que cela serait possible vu au-dessus des propriétés physiques de la matière? Imaginons un monde sans fenêtres, vitrées, pare-brise, ni lunettes, microscopes, télescopes. Galilée n'aurait jamais vu les satellites de Jupiter. Aurions-nous progressé au Moyen Âge? Donc, le lien entre technique et la possibilité d'avancement scientifique, c'est vraiment une bonne question. Puis je vois Mathieu Lapointe qui acquiesce là, en tant que chercheur. Là. Les microscopes sont bien utiles. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, des fois, on développe des nouveaux outils, puis on se rend compte qu'on peut découvrir des nouvelles choses avec ces nouveaux outils qu'on ne pouvait pas voir avant. En tout cas, on va faire un peu d'histoire des sciences avec la question de Jean Poiré. Il y a Julie Couture. C'est une question pour vous, ça, Nathalie. Écoutez bien ça. Mon groupe d'amis et moi, nous nous demandions pourquoi les suppositoires étaient plus efficaces que les médicaments pris par voie orale. Est-ce qu'on pourrait tout administrer par suppositoire, ce qu'on prend par la bouche, Nathalie? Probablement que oui. Ah ouais? Faudrait les synthétiser, les former, les fabriquer, okay. là, mais c'est pas très agréable. Non, c'est pas très agréable, mais l'absorption ça marche du feu bonne. de Dieu. Hein? Ouais. En tout cas, j'aimerais ça comme... Non, mais la science du suppositoire. Moi, je suis pour ça. On va en parler ici à l'émission, c'est certain. Il y a Nabi Alexandre Chartier, c'est notre collaborateur à la culture qu'on aime bien, qu'on entend un peu partout. Son amie Sabrina et lui discutaient des campagnes de financement qui recueillent les goupilles de canettes pour financer des bonnes causes. Elle dit, j'en ai ramassé au primaire et malgré les années qui passent, j'ai jamais vraiment compris comment on passe de la goupille à la chaise roulante. C'est de la bonne question, ça, pour nos chroniqueurs en consommation. Puis on va terminer avec Jean Wilford, qui est un paramédic en Montérégie. Et souvent, dans les journées humides et froides, j'ai des patients qui souffrent d'arthrite, arthrose et qui me disent avoir plus mal qu'à l'habitude sous prétexte que, et là, il les cite, le froid, ça rentre dans les os. Alors, existe-t-il un lien entre température et les douleurs arthritiques? C'est de l'excellente question, comme pas mal l'ensemble de ce que vous nous acheminez à cette adresse moteur de recherche @radio-canada.ca. Vous avez manqué des segments de l'émission? Vous pouvez tout écouter quand vous le voulez sur l'application Radio-Canada Audio. Et vous pouvez vous abonner aussi à l'infolettre de Moteur de recherche. Je l'envoie tous les vendredis. Si vous allez sur la page de Moteur, il y a un petit onglet là où vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Je fais une espèce de retour sur la semaine. Je mets toutes sortes de liens dont on a parlé ou pas. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Mathieu Lapointe est professeur-chercheur, directeur du laboratoire de génie des eaux de l'ETS et titulaire de la chaire de recherche adaptée Fonds de recherche du Québec. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. On a eu 2 questions qui ont trait, en fait, à... aller chercher de l'électricité puis de l'énergie là où elle se trouve. Tristan Frédéric Lamotte, si on installait des turbines à la sortie des eaux traitées des villes, est-ce que ça serait une bonne action énergétique? Et il y a André Paquet qui dit que lui, il y a un ami pompier qui lui a dit que la pression dans les lignes d'aqueduc, c'est énorme. Vous savez, pour amener de l'eau, on s'en est rendu compte ici à Montréal avec le geyser il y a une dizaine de jours.
Il dit, je me demande, c'est à 2 mètres de diamètre, il y a de la pression là-dedans, c'est pas possible. Si on mettait des hydroliennes ou des turbines dedans, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un peu d'électricité comme ça également? Alors, Mathieu Lapointe, vous êtes un spécialiste, vous, des usines de traitement et du traitement des eaux usées dans son ensemble. On a Annie Lavasseur, d'ailleurs, qui est votre collègue, qui, elle, c'est vraiment la question des hydroliennes. On a fait une chronique sur les hydroliennes dans les barrages. Je vais les mettre d'ailleurs dans l'infolettre. Abonnez-vous à l'infolettre si vous voulez avoir ce lien-là. Bonne idée ou pas? On met des petites hydroliennes à la sortie des usines de traitement des eaux, puis on va chercher une couple de kilowatts en plus? En effet, hein, pourquoi ne pas réutiliser cette eau pour en faire d'une pierre deux coups, Mathieu, pour produire de l'électricité, considérant les très grands débits là, en sortie d'usines de traitement? Oui. Et c'est vrai qu'on transporte beaucoup d'eau là, dans les réseaux de distribution d'eau potable et qu'on évacue aussi beaucoup d'eau en aval de nos stations d'épuration des eaux usées au Canada et au Québec. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas conceptuellement, là, c'est loin d'être loufoque de penser qu'on pourrait extraire un peu d'énergie de ça. Et la question des auditeurs est très bonne et très légitime. Et puis, on peut se demander aussi, Hydro-Québec, je veux dire, ça fait des décennies dont c'est la spécialité. On pourrait se dire, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Bien, pour des raisons techniques et économique, malheureusement, ce ne serait pas toujours optimal d'implanter des turbines dans nos réseaux de distribution d'eau potable, non plus à la sortie de nos usines d'épuration des eaux usées. Mais pour répondre plus clairement à la question des auditeurs, il faut d'abord mentionner, comme tu le disais, Mathieu, que chez Hydro-Québec, il y a différents plans d'intervention, un plan stratégique pour l'énergie. Et chez Hydro-Québec, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est toujours est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Hein? Finalement, lorsqu'on fait un investissement industriel d'envergure, Hydro-Québec doit s'assurer d'avoir un certain retour sur investissement en termes d'énergie produite. En gros, on pourrait, en théorie, mettre des turbines partout où il y a de l'eau qui coule. Mais le travail d'Hydro-Québec, c'est notamment de trouver les meilleurs emplacements au Québec pour installer des turbines et des éoliennes et d'autres systèmes. OK, mettons, on va prendre un exemple qu'à peu près tout le monde connaît, la fameuse centrale de Manic 5, barrage Daniel Johnson. Là, on a une chute d'eau qui est importante. Selon ce que vous nous dites, là, ça vaut la peine. C'est-à-dire que là, on a vraiment de l'énergie emmagasinée. Absolument. Pour la production d'hydroélectricité, plus précisément, on tente toujours d'avoir, comme vous disiez, un débit appréciable, une certaine hauteur de chute d'eau, question de maximiser la puissance et à la turbine. Et vous citiez Manic 5, Mathieu, là, donc le barrage Daniel Johnson a une hauteur de chute d'eau d'environ 147 mètres et un débit moyen de 717 mètres cubes à la seconde. Ça, c'est beaucoup de mètres cubes à la seconde, Mathieu. Et en comparaison, là, si on devait installer, par exemple, une turbine à la sortie de la station d'épuration de la Ville de Montréal, qui, soit dit en passant, est l'une des plus grosses stations dans le monde, hein, on aurait un débit d'eau de 28 mètres cubes à la seconde, soit environ 4 % seulement du débit à Manic 5. C'est vraiment pas beaucoup. Puis en plus, il n'y a pas la chute d'eau. Exactement. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on a construit au Québec des barrages sur des cours d'eau pour faire une espèce de réserve d'eau, mais aussi pour augmenter cette fameuse chute d'eau. Bref, c'est pas nécessairement une bonne idée. Aussi parce que l'eau, j'imagine, dans les centrales de traitement des eaux usées, elle ne circule pas de la même manière que dans une conduite forcée d'un barrage où là, ce qu'on veut, c'est que ça arrive à la plus grosse vitesse et au plus gros débit possible. Absolument. On pourrait faire encore un peu de millage là, sur Manic 5. L'énergie est en quelque sorte déjà disponible. Ouais. On a une énergie potentielle que l'on convertit en énergie cinétique là, avec la rotation des turbines. Ensuite, on convertit en électricité via les alternateurs d'Hydro-Québec. Donc, en quelque sorte, on récolte et on reconvertit cette énergie-là qui était au préalable, entre guillemets, disponible. Dans les stations d'épuration et sur les réseaux de distribution d'eau potable, c'est en effet différent. L'eau doit franchir plusieurs procédés de traitement, plusieurs mètres linéaires de conduite, plusieurs vannes. Il y a beaucoup de méandres, en fait, dans les usines de traitement des eaux et donc beaucoup de restrictions hydrauliques. L'eau n'y coule pas librement. Pour que l'eau puisse se déplacer et franchir toute la filière de traitement, on doit, au départ, pomper l'eau. On va pomper l'eau pour qu'elle puisse finalement passer à travers tous les procédés de traitement. Et c'est un peu comme quand on aspire de l'eau dans une
dans un verre via une paille, on doit fournir une certaine énergie. Ou encore, le même principe, si vous avez une piscine à la maison, l'eau passe à travers un filtre avant de retourner à la piscine, mais tout ça est possible grâce à une pompe qui permet justement l'écoulement à travers le fameux filtre. Mais cette pompe-là, Mathieu, elle consomme de l'énergie. Donc, on doit consommer de l'énergie pour déplacer de l'eau dans nos usines de traitement et c'est le même principe dans les réseaux de distribution d'eau potable. On doit pomper l'eau. Donc, là, on va en venir à la question donc, de ce fameux, ces tuyaux d'aqueduc sous haute pression avec un débit qui est important dans un volume aussi, parce que ça, on l'a vu, là, c'est 2 mètres de diamètre. Si on met des turbines, des hydroliennes à l'intérieur de ces tuyaux-là, est-ce qu'on ne va pas aller chercher un peu d'énergie, nous demander notre auditeur? Ça serait théoriquement possible, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, on avait injecté cette énergie-là pour que l'eau puisse être acheminée jusqu'à l'usager le plus loin du réseau de distribution. Donc, il y aura en quelque sorte un paradoxe à ajouter des turbines dans le réseau de distribution d'eau potable. Ça serait une nouvelle restriction hydraulique. Et nous, on devrait, en tant qu'ingénieurs en eau, compenser en injectant encore plus d'énergie à la station de pompage. Donc, on n'a pas ce problème-là, Mathieu, avec les barrages hydroélectriques parce que, justement, l'énergie est déjà disponible sous forme d'énergie potentielle et avec la hauteur d'eau, comme on disait tantôt. Contrairement à nos usines de traitement des eaux, l'eau coule dans nos rivières et l'eau n'a pas été au préalable pompée dans nos rivières. C'est l'environnement, c'est la morphologie de la rivière, c'est la morphologie du bassin versant qui nous offre cette énergie-là hydraulique potentielle. Et c'est sûr que, bon, on a mis de très grands barrages là, pour aider un petit peu le processus quand même. Mais l'énergie était quand même disponible au départ. Il nous reste qu'à la convertir. Ce qui n'est pas le cas quand on a des turbines en fait, des pompes qui doivent envoyer l'eau dans les tuyaux. Ça prendrait beaucoup d'énergie pour aller chercher de l'énergie dans les hydroliennes qu'on met dans le tuyau. Alors, comme disent les Anglais, there's no such thing as a free lunch. Alors, c'est ça. En terminant, dans des endroits où il y a certains dénivelés pour les usines de traitement des eaux, notamment en Suisse, on a tenté d'utiliser des petites turbines et là, ça semble prometteur parce qu'il y a la question du dénivelé, c'est ça? Oui, c'est un cas particulier, en effet, où il y a un dénivelé, on pourrait dire naturel. À ce moment-là, on pourrait profiter de cette énergie-là et la convertir en électricité, mais c'est très, très caractéristique de cette ville-là en Suisse. C'est pas la majorité des cas ici au Québec ou au Canada où les stations, en fait, vont parfois devoir, comme on disait tantôt, pomper l'eau pour l'acheminer. Donc, c'est un cas particulier là-bas et on ne pourrait pas faire ça ici de facto partout au Québec et au Canada. Donc, dans les endroits où éventuellement les usines de filtration se retrouvent au-dessus de la ville, là, peut-être que ce pourrait être intéressant. Il y a cet exemple-là, d'ailleurs, en Suisse, et je le mettrai dans l'infolettre. Donc, la chronique, d'ailleurs, de votre collègue et notre collègue Annie Levasseur, qui traitait précisément de la question des hydroliennes dans les rivières, notamment, avec une efficacité qui est assez limitée, hein, on va le redire. Là, c'est pas la même chose que des turbines comme au barrage à la centrale Daniel Johnson, au barrage Daniel Johnson, pardon. Et voilà, c'est ça. Ça a l'air des bonnes idées sur papier. Ça ne résiste pas aux principes physiques de création d'énergie. Mathieu Lapointe, professeur, chercheur, directeur du laboratoire de génie des eaux de l'ETS, titulaire de la chaire de recherche adaptée, Fonds de recherche du Québec. Merci beaucoup d'être venu répondre à ces questions ici. Ça fait plaisir, Mathieu. Moteur de recherche, santé. C'est notre auditeur Michael qui nous dit qu'il y a sa conjointe qui a récemment commencé un nouveau médicament qui est nommé la kétiapine, qui serait réputé, dit-il, pour faire de la rétention d'eau. Elle dit, c'est pas la première fois que j'entends ce terme, mais j'ai l'impression que c'est galvaudé. Une prise de poids importante, soudaine et très rapide semble souvent attribuée à une telle chose, mais qu'est-ce qui crée vraiment la perte ou la prise de poids dans les médicaments? On va en discuter avec Nathalie Letarte. Elle est pharmacienne au CHUM et professeure professeure titulaire de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Rebonsoir, Nathalie. Bonsoir, Mathieu. Les médicaments qui font prendre du poids, quel est le mécanisme? Est-ce que c'est parce que ça augmente l'appétit, ça réduit le métabolisme? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs mécanismes qui sont proposés et ça va dépendre de chacun des médicaments.
Donc, oui, effectivement, il y a certains médicaments qui vont augmenter l'appétit, d'autres qui vont ralentir le métabolisme, donc qui vont faire en sorte que les graisses, par exemple, vont moins être utilisées ou transformées, et d'autres qui vont faire juste une rétention d'eau. Les pieds vont enfler, il va y avoir de l'enflure au niveau des jambes, et ça fait aussi augmenter le poids. Ouais. L'effet sur l'appétit, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bien, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui vont gérer l'appétit, la sensation de faim et de satiété. Donc, ça peut être la dopamine, la sérotonine, etc. Mais il y a aussi l'histamine. C'est un neurotransmetteur, l'histamine, qu'on rencontre souvent quand il y a des allergies. On va prendre une antihistaminique quand on a des réactions allergiques. Mais ça a aussi un effet sur la faim. On s'est rendu compte que ce médicament-là, quand on le prenait de façon régulière, bien, ça augmentait l'appétit et ça peut faire une prise de poids. Et les récepteurs à l'histamine, les récepteurs H1, ils ne sont pas bloqués juste par les antihistaminiques, mais par d'autres types de médicaments, dont la quétiapine, qui est mentionnée par l'auditeur, et l'olanzapine, et aussi la mirtazapine, qui est un antidépresseur. Et en bloquant les récepteurs à l'histamine, bien, on a cet effet secondaire-là de prise de poids, mais on a aussi cet effet de somnolence, par exemple. Par exemple, il y a des médicaments là, dont on entend relativement pas mal parler, les fameux bêta-bloqueurs. Il paraît que ça aussi, ça peut avoir un effet sur l'appétit, la prise de poids ou la perte de poids? La prise de poids, surtout, par un mécanisme différent. Donc, les bêta-bloqueurs, eux, vont réduire la vitesse du métabolisme des gens et donc, ils vont empêcher la fonte des graisses. Ils vont ralentir les battements cardiaques, ce qui fait qu'un patient ou une personne qui prend un bêta-bloqueur va être moins tolérant à l'effort, va être plus essoufflé à l'effort, donc il risque d'être plus sédentaire. Donc, s'il est essoufflé, bien, il va moins bouger, il va rester sédentaire, donc il va moins dépenser d'énergie, donc il pourrait prendre du poids. Qu'en est-il de l'insuline? On sait que c'est quand même abondamment utilisé par les gens qui souffrent de diabète. Quel est l'effet sur la prise de poids de l'insuline? Les médicaments comme l'insuline ou les médicaments qui font baisser le taux de sucre dans le sang, en fait, leur mécanisation, c'est qu'ils vont faire entrer le taux de sucre dans les tissus. Et s'il y a trop de sucre dans les tissus, bien, ils vont se transformer en graisse. Donc, ça peut faire des prises de poids par ce mécanisme-là. L'autre chose, c'est qu'en prenant de l'insuline ou des médicaments qui font baisser le taux de sucre, bien, on peut faire, comme effet indésirable, des hypoglycémies. Donc, le taux de sucre dans le sang va baisser trop et là, bien, ça va stimuler la faim. Donc, là, on va manger. Donc, un médicament qui est moins bien contrôlé peut faire en sorte qu'on mange plus. Et ça peut aussi avoir comme effet rebond des problèmes avec la question du sucre dans le sang. Exactement. Puis, ça va faire augmenter le taux de sucre dans le sang, sécrétion d'insuline ou de médicaments. Donc, on est dans un cercle vicieux. C'est très complexe. Hein? On s'en rend compte, là, justement, quand on commence à jouer avec ces médicaments-là. Les corticostéroïdes, maintenant, quel est leur effet? Les corticostéroïdes, c'est ce qu'on appelle de la cortisone. Là. On voit souvent la prénisone. C'est surtout ceux en comprimé. Là. On ne verra pas cet effet-là avec les crèmes, par exemple, ou les inhalateurs là, pour l'asthme. Mais quand on prend de la prénisone, il va y avoir une rétention hydrosodée. Donc là, on va garder le sel et l'eau et on va avoir de l'enflure au niveau des chevilles, au niveau des jambes. Et aussi, la cortisone va agir au niveau de l'hypothalamus, qui est au centre de la faim, et ça va jouer sur le métabolisme. Puis à long terme, bien, ça peut causer de la résistance à l'insuline, donc l'insuline sera plus efficace, donc on va devenir diabétique, et etc. Donc c'est un autre cercle vicieux. Mais ça doit être difficile d'identifier des vraies causes, là, entre guillemets, parce que quand on prend un médicament, évidemment, c'est parce qu'on souffre d'une chose ou une autre. La maladie sous-jacente, elle aussi, elle peut avoir un effet sur la prise ou la perte de poids. Ça doit être difficile de bien départager. Qu'est-ce qui cause quoi? Effectivement. Par exemple, si je prends... on entend souvent parler que les antidépresseurs causent une prise de poids, mais la dépression en tant que telle, si un patient... un des symptômes de la dépression, c'est la perte de poids parce que les patients sont déprimés, mangent moins, donc ils vont perdre du poids. Mais si on traite la dépression, on donne des médicaments, bien, le patient va aller mieux, puis il va se remettre à mieux manger, puis peut-être à manger un peu plus. Et donc aussi, puis les antidépresseurs qu'on utilise vont jouer sur la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur qui contrôle l'appétit. Et il peut y avoir une prise de poids là, également. Puis certains vont aussi bloquer le récepteur H1, donc aussi causer une augmentation de l'appétit. On parle de
combien de pourcentage de prise de poids là, pour ces différentes familles dont vous nous avez parlé? Est-ce que ça peut être appréciable? Ça va varier d'un médicament à l'autre. Par exemple, si je parle du lithium qui est utilisé des fois en psychiatrie, on parle de 20 %, mais les 20 % Une personne sur 5 pour avoir une augmentation. Ah non, pas une... OK, tu parlais de l'augmentation de la prise de poids. Non, il y a 20 % des gens qui pourraient avoir une augmentation. Mais le poids, pour le lithium, on parle entre 1 et 10 kilos selon les gens. La prednisone... c'est pas rien non plus. Hein? Non. La prednisone que je mentionnais aussi, entre 1,5 et 6 kilos, dépendant de la durée du traitement. La prednisone, il y a des gens qui prennent ça là, vraiment sur plusieurs mois. Et les bêta-bloqueurs, par exemple, on parle de 1 kilo. Donc, ça va varier selon les médicaments, la prise de poids. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui nous écoutent, peut-être qui prennent ces médicaments puis qui se disent, bon, il y a peut-être une très bonne raison pour les prendre, mais la prise de poids, on l'a vu aussi ici à l'émission, ça aussi, ça vient avec un paquet de problèmes. Là. Alors, qu'est-ce qu'on privilégie? Moins prendre notre médicament, moins de prendre notre prise de poids, ou bien de se dire, je vais avoir à gérer des problèmes qui viennent aussi avec la prise de poids? Oui, c'est pas blanc et noir, encore une fois. Il y a effectivement une raison de prendre ce médicament-là, mais on peut s'assurer, on peut essayer d'éviter d'avoir une trop grande augmentation de poids parce qu'il peut y avoir des complications. Là. Si on prend trop de poids, on peut devenir hypertendu, diabétique, avoir des complications. Donc, il faut traiter ça aussi. Puis là, on va avoir besoin de traiter ce nouveau problème de santé-là avec un nouveau médicament. Donc, on tourne en rond encore une fois. Donc, il faut faire bien attention. Puis, il faut dire aux gens, effectivement, de faire attention, de ne pas arrêter rapidement un médicament qu'ils prennent. On va souvent recommander de changer les habitudes de vie, changer l'alimentation, de faire plus d'exercice s'ils sont capables pour essayer de contrôler ça. Et sinon, de consulter leur médecin ou leur pharmacien. On va essayer, en les rencontrant, d'analyser la situation et de voir si on peut trouver une dose minimale efficace du médicament dont ils ont besoin, donc pour faire une balance entre les effets indésirables et l'effet désiré, ou sinon, on va essayer de trouver une alternative, tout simplement. Est-ce qu'il y a des médicaments qui donnent faim, ça existe? Oui, ça existe. Ah oui? Oui. Donc, si on perd l'appétit, par exemple, avec des traitements, on peut prendre un médicament qui va nous donner faim. Oui, on a, encore une fois, c'est découvert un peu par hasard. Hein? On ne fait pas des études pour voir ça, mais on sait qu'il y a des médicaments qui peuvent augmenter l'appétit. Donc, moi, je travaille avec des patients qui ont un cancer, qui sont sous chimiothérapie. Souvent, ces patients-là, on veut qu'ils prennent du poids, on veut qu'ils soient bien. Donc, on peut donner des antihistaminiques, comme je parlais, ou encore du mégestrol, qui est une hormone qu'on peut donner qui va augmenter un peu l'appétit. On peut faire ça. Puis vous l'avez bien mentionné, ce sont des effets qui sont très complexes avec le métabolisme d'une personne, puis les personnes ne réagissent pas nécessairement de la même manière face aux mêmes molécules. Bref, d'où l'importance d'avoir des gens comme vous qui nous aident à y voir plus clair. Je rappelle que si vous avez des questions relatives aux médicaments, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nathalie Letarte sera là pour y répondre. Je rappelle que vous êtes pharmacienne, Nathalie Auchum, et professeure titulaire de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question de Michael. Ça me fait plaisir. Les onglets de nos collaborateurs. On va commencer avec Stéphanie Benz à Bonaventure. Qu'est-ce que vous nous proposez, Stéphanie? Une belle exposition qui s'appelle Aventure de Bibites au Musée canadien de la nature à Ottawa. Donc, elle se termine bientôt, 14 octobre, donc il y a encore temps d'aller la voir. Elle parle des caractéristiques impressionnantes des insectes et il y a des reproductions d'insectes géants dans l'exposition, donc à voir. Voilà, c'est au Musée canadien de la nature à Ottawa. Aventure de Bibites. Agathe, l'exposition Manger, l'expo qui nous nourrit, c'est au Musée Armand Frappier. Oui, vous avez encore environ 2 semaines si vous voulez voir, jusqu'au 7 septembre. Donc, on explore le lien entre le bien-être et l'alimentation. Et puis, c'est une très belle initiation à la démarche scientifique si vous voulez aller avec vos jeunes. Moi, je suis allée avec mes nièces. Là. Il y a un laboratoire de 45 minutes où on peut vraiment comprendre la démarche scientifique. Oui, et c'est réalisé avec Bernard Lavallée, un nutritionniste qu'on adore et qui veille au grain sur la bonne science à propos de sa science, la bonne recherche à propos de sa science. On termine avec vous, Nathalie. Vous nous proposez quoi? Moi, j'arrive tout juste de vacances et pendant les vacances, j'ai décidé d'aller explorer les parcs au Québec. Donc, je vous rappelle l'existence des parcs nationaux du Canada ou encore les parcs de la CEPAC où on peut faire plein d'activités. Il y a encore des belles fins de semaine qui s'en viennent cet automne là, pour la randonnée, le vélo, le camping. Là, ça vaut la peine. Il y en a un sûrement près de chez vous. C'est clair. Puis on s'imagine mal toutes les découvertes qu'on peut y faire. Souvent, on a l'impression qu'on connaît très, très bien notre territoire. Puis on va là, puis on se rend compte qu'on ne connaît pas du tout. Alors voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous qui nous écoutez. On est là demain, 19h. Soyez-y. Bye bye.